Cormand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, un mouvement en perte de vitesse alors qu'il n'a jamais été autant question d'écologie dans le monde, notamment après les conséquences du dérèglement climatique. On va revenir ensemble sur la place et le rôle des écologistes aujourd'hui dans le champ politique, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? En tant qu'écologiste, on est dans un moment où la société va mal. Il y a une crise économique, il y a une crise démocratique qu'on voit depuis longtemps, une crise écologique. Et mon sentiment, c'est que cette conjonction des crises se transforme en une sorte d'effondrement de la société telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. Et donc il y a une nécessité de réinventer un modèle de développement, de consommation, de production, qui soit plus inclusif, qui prenne en compte l'ensemble de ces crises. Et mon sentiment est que l'écologie politique, depuis longtemps, pointe les diagnostics et que maintenant, il est temps de mettre en œuvre les solutions. Alors ça va faire bientôt 7 ans qu'Europe Écologie Les Verts existe. C'est quoi aujourd'hui EELV? Et elle est une petite question à peine provocatrice. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, Europe Écologie Les Verts? Eh bien, c'est une bonne question, parce que si l'écologie avait vocation à rester un outil pour lancer l'alerte en matière environnementale et en matière écolo, ça n'a plus tellement d'utilité. Parce que la société a compris aujourd'hui que la destruction liée à notre modèle économique de croissance aveugle, que le changement climatique, que la disparition massive de la biodiversité, que la destruction des océans, etc., c'était plus quelque chose qui était de l'ordre du prospectif, c'était lié au présent. Donc si c'est juste pour dire ce qui est en train de se passer, ce que sont en train de vivre les gens, ça n'a pas tellement d'utilité. En revanche, s'il s'agit de mettre en œuvre réellement les solutions, là je crois que nous sommes indispensables. Et on le voit d'ailleurs au niveau aujourd'hui de la politique du gouvernement, où malgré la présence de Nicolas Hulot, qui indiscutablement est un écologiste sincère, quand il n'y a pas d'écologistes qui ont vraiment les manettes du pouvoir, eh ben, on n'arrive pas à avancer parce que Nicolas Hulot aujourd'hui, il est isolé en territoire hostile. On va revenir sur le cas de Nicolas Hulot, mais aujourd'hui, toutes les formations politiques, ou presque en tout cas, se revendiquent écologistes. Elles ont toutes un programme écologiste. Donc le parti écologiste ou le parti d'Europe Écologie Les Verts a-t-il vraiment vocation à perdurer? Je pense parce qu'au-delà des solutions techniques ou des idées techniques pour lutter contre le changement climatique, que ce soit la transition énergétique ou quoi, l'écologie politique, c'est aussi ce qu'on appelle une écosophie. C'est une vision de la société où on insiste également sur les questions d'égalité, les questions de solidarité, les questions de remise en question de l'économie telle qu'on la connaît. Et là, quand on regarde l'ensemble du champ de modèles de société qu'on propose, eh bien, on a du mal à le retrouver dans les autres forces politiques. Et à quoi vous attribuez cette perte de vitesse de votre mouvement? Est-ce que le cas, ou en tout cas l'expérience, le parcours d'Emmanuel Ecosse, ou je pense évidemment à Barbara Pompili ou François de Rugy, qui ont été tentés par l'expérience gouvernementale et ils l'ont fait, est-ce que ça a été une des raisons pour lesquelles aujourd'hui votre mouvement est en perte de vitesse? Les deux, enfin, il y a des raisons conjoncturelles, c'est ce que vous évoquez, mais je pense qu'il y a des raisons plus structurelles liées à ce qu'est l'histoire de l'écologie. L'écologie politique, quand elle a commencé à émerger ou à naître, il y a 40 ans avec la candidature de René Dumont et il y a 30 ans avec la création des Verts, un peu plus de 30 ans, c'était des idées qui étaient très minoritaires dans la société. Donc on s'est construit sur une logique de contre-pouvoir. Contre-pouvoir par rapport à ceux qui maîtrisaient le pouvoir, comment nous, on pouvait le contrer. Or, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie politique doit se métamorphoser d'une force de contre-pouvoir en une force qu'assume la prise du pouvoir. Et pas seulement avec quelques postes d'adjoints ou quelques ministres dont on voit bien qu'ils sont en difficulté pour mettre en œuvre notre projet, mais réellement une force qui a vocation à exercer pleinement le pouvoir. Et nous sommes dans ce moment de clair-obscur où est-ce qu'on reste dans une zone de confort qui était celle d'être un peu une avant-garde éclairée, ou est-ce qu'on se donne réellement les moyens de conquérir des majorités d'idées dans la société? C'est le choix qu'a fait Nicolas Hulot aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il fait progresser l'écologie aujourd'hui dans notre pays? Quand on voit justement que le CETA est en voie d'être voté, il y a une incertitude sur l'avenir du glyphosate, il y a un flou artistique sur la question de la transition écologique, la sortie du nucléaire aussi. On peut être écologiste et membre de ce gouvernement aujourd'hui? La preuve, Nicolas l'est. La question, c'est est-ce qu'on peut être écologiste dans ce gouvernement et faire réellement avancer l'écologie? Et là, depuis 3 mois, la réponse est plutôt non. Parce que vous donniez tous ces exemples-là, mais il y en a d'autres, sur les états généraux de l'alimentation, dont il a été complètement démuni, et c'est le ministre de l'Agriculture qui a récupéré les choses, sur les assises de la mobilité,
On voit bien que la première annonce, en même temps qu'on lançait ces assises, ça a été de supprimer les aides pour l'achat de vélos électriques. Et puis, il y a ce que vous évoquiez sur la feuille de route de la transition énergétique qui a donné la France à l'Europe, où on voit qu'il y a une contradiction terrible entre les beaux discours d'Emmanuel Macron, qui s'est donné le beau rôle par rapport à Trump, mais entre nous, face à Trump, c'est compliqué d'avoir le mauvais rôle, et les vraies décisions au niveau européen, où non seulement il n'y a pas d'avancée, mais il y a même un recul, où Macron, en réalité, la France, met en œuvre au niveau européen une alliance entre le charbon des pays, des ex-pays de l'Est, et le nucléaire français pour freiner la transition énergétique. Donc oui, il y a des contradictions entre la parole... Est-ce que ça dessert la cause de l'écologie d'avoir justement un écologiste en responsabilité avec un ministère d'État, une fonction très importante, oui, et en même temps des avancées qui n'existent pas? Est-ce que vous conseillez, par exemple, vous conseillerez d'abandonner, de montrer qu'il y a... Non, mais moi je ne suis pas là-dedans, parce que c'est quelque part le débat se réduit trop à être au gouvernement ou pas être au gouvernement. Enfin, nous, on a subi ça pendant 5 ans. Je pense que ce n'est pas ça le débat. Par contre, je ne sais pas si ça dessert l'écologie, en tout cas ça met en lumière, et moi c'est ce que je veux retenir, que pour les citoyennes et les citoyens qui pensent qu'il faut mettre l'écologie au pouvoir, il n'y a pas de demi-mesure possible. Il ne peut pas y avoir d'un côté une parole écolo qui est déléguée à Nicolas Hulot et en même temps des arbitrages politiques du gouvernement qui, eux, sont délégués au lobby. Il faut qu'il y ait une cohérence et une constance entre un discours qui doit être radical, parce qu'il y a une urgence à agir pour sauver la planète et pour sauver l'humanité des risques environnementaux qu'elle court, et une radicalité également des solutions que l'on met en œuvre. En août dernier, vous aviez dit dans le Parisien vouloir passer à une nouvelle version d'Europe Écologie, les Verts, vous en avez parlé il y a un instant, que la forme du parti traditionnel, dites-vous, telle qu'on l'a connue, est morte. Et vous ajoutiez qu'il paraissait important de refaire de l'éducation populaire. Est-ce que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, dont vous reconnaissez, je crois, la reconversion écologiste, qui a repris ce créneau? Est-ce que ce n'est pas lui qui défend le mieux les idées écolo aujourd'hui? Peut-être, mais moi je suis sceptique parce que je parlais volontairement d'éducation populaire qu'il ne faut pas confondre avec l'éducation populiste. De la même façon qu'il ne faut pas confondre pédagogie et démagogie. Et il y a dans le récit politique de Jean-Luc Mélenchon, certes, un contenu programmatique technique autour des solutions écolo, qui sont des bonnes solutions, puisque c'est celles que prônent les écologistes depuis plus de 20 ans. Mais il y a un imaginaire et un récit qui, lui, ne me paraît pas compatible avec les alliances et la bienveillance qu'il faut construire dans la société pour faire ces changements. C'est toute la théorie du dégagisme, du populisme, même de gauche. Donc là, pour moi, il y a une forme de contradiction entre les convergences à construire et la brutalisation du débat démocratique qui, in fine, à mon avis, affaiblit même la démocratie. Mais votre mouvement a vocation à travailler, vous le disiez tout à l'heure, avec les partenaires de la gauche traditionnelle, donc avec la France Insoumise? Bien sûr, mais nous, on a toujours souhaité à la fois affirmer une parole et un récit politique écolo, tout en étant en dialogue avec les autres forces politiques qui ne sont pas incompatibles avec l'écologie politique. Et donc l'ensemble des forces politiques qui se situent à gauche, mais cela ne veut pas dire effacer des points de divergence qui peuvent être majeurs avec elles. Alors, lors de ces mêmes journées d'été, vous affirmez que la reconstruction de votre mouvement se ferait sans Benoît Hamon. On a pourtant appris la semaine dernière que Benoît Hamon rejoignait le groupe Europe Écologie Les Verts du Conseil régional d'Île-de-France pour finalement expliquer qu'en fait, il ne rejoindrait pas le groupe Europe Écologie Les Verts, mais qu'il s'agissait de créer un autre groupe commun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif de cette nouvelle alliance? En tout cas, c'est ce qu'ont souhaité les élus à la fois proches de Benoît Hamon et l'ensemble des élus écologistes du groupe écolo à la région Île-de-France. Moi, j'y vois un signe positif de convergence, fructueuse à venir. Je crois que le titre de la lettre qu'ont écrit les amis de Benoît Hamon, c'est de construire des beaux lendemains en Île-de-France. Et on l'a vu notamment à la présidentielle, mais on l'a vu depuis, qu'entre le récit de Benoît Hamon et ce que portent les écologistes, il y a beaucoup de points communs. Et donc c'est assez logique que cette convergence se fasse au niveau de l'Île-de-France. Je pense qu'il y a plus de points communs entre Benoît Hamon et ses amis les écologistes qu'entre Benoît Hamon et ce qu'il reste du Parti socialiste. Alors vendredi, c'est Pablo qui prenait les commandes de la Médinale et il recevait la philosophe Sandra Logier qui vient de publier un livre qui s'appelle Antidémocratie. Elle vous reproche, Europe Écologie Les Verts, de ne pas vous élever contre le caractère antidémocratique de ce gouvernement. Alors elle s'interroge, est-ce que c'est parce que vous êtes désenchanté? Est-ce que c'est la présence de Nicolas Hulot qui freine votre discours sur cette notion de démocratie? Vous êtes d'accord avec elle? Ce pouvoir est antidémocratique, David Cormand? Elle a raison de pointer le manque de démocratie de ce gouvernement et moi je suis ébahi par le silence assourdissant qu'il y a eu autour de la loi, du vote de la loi antiterroriste qui est pourtant
un signe très inquiétant. Vous savez, on dit toujours que la France est la patrie des droits de l'homme. Elle l'est de moins en moins. Aujourd'hui, on est sous surveillance de l'ONU, justement, par rapport à ces données-là. Il y a la question du traitement inhumain des réfugiés dans notre pays. Et puis, il y a une volonté bonapartiste de la part de Macron, pour dire les choses de façon un peu caricaturale, mais enfin, il y a de ça. Une vision aussi très verticale de la relation du pouvoir à la société. Mais ceci dit, en vérité, Macron n'a pas le monopole de cela. On le voit dans d'autres mouvements politiques où cette vision très verticale de la relation à la base s'exprime également. Et donc, elle a raison de pointer ça. Après, je pense qu'Europe Écologie Les Verts fait partie justement des forces politiques qui assument de s'élever contre cette dérive autoritaire du pouvoir et de la démocratie. Après, hélas, on n'a plus comment dire, la visibilité médiatique qu'on a pu avoir il y a quelques années, mais quand Cécile Duflot était encore députée, elle avait fait un discours, je crois, très remarqué au Congrès, suite aux attentats qu'il y avait eu à Paris et sur l'état d'urgence. Donc ce sont des thématiques que l'on porte, et effectivement, elle a raison de dire que pour changer notre société, il ne faut pas qu'on oublie le pilier démocratique, parce que sinon, le risque, c'est que les changements nécessaires à faire se fassent d'une façon autoritaire, que ça soit dans le sens du libéralisme pour ceux qui prônent le libéralisme, mais c'est vrai aussi pour l'écologie. Moi, je ne suis pas pour une écologie autoritaire. Il faut que la transition écologique de nos sociétés se fasse en bienveillance et en lien avec les citoyennes et les citoyens. Donc le pilier démocratique, il est fondamental. Une dernière question, David Cormand. On est ici à Montreuil, vous nous recevez dans vos locaux. Ce soir à Montreuil, justement, la CGT accueille l'ensemble des organisations syndicales, y compris celles des étudiants, pour décider des suites à donner à la mobilisation contre la loi travail. Vous souhaitez une suite de cette mobilisation? Vous appelez à l'unité, vous aussi? Elle est nécessaire parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une tentation, on parlait à l'instant de la démocratie, d'effacer les corps intermédiaires, et notamment les syndicats. On le voit que c'est une volonté forte de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, hein, non seulement en dépassant même l'Assemblée nationale avec le fait de valider tout ça par ordonnance, et aussi le fait de marcher sur les syndicats, et non pas de marcher avec eux. Et c'est vrai aussi, moi j'étais gêné par exemple par l'initiative du 23 septembre de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y avait quelque part, enfin j'y ai lu en tout cas, une volonté un peu hégémonique de dire le mouvement social se fait au-delà des corps intermédiaires, et donc des syndicats. Or, dans toute démocratie, il y a besoin de corps intermédiaires puissants parce qu'ils constituent des contre-pouvoirs. Et donc le fait que ces corps intermédiaires s'organisent dans une démarche unitaire, c'est précieux. Après, moi, le seul truc, c'est qu'il faut faire attention pour la gauche de ne pas se replier dans une zone de confort qui serait des coalitions de rejet. Il faut, pour se régénérer, construire des coalitions de projets. Et donc le rôle de tous ces corps intermédiaires et aussi des forces politiques écolo ou de gauche, c'est de reprendre du souffle en proposant un contre-modèle. Et donc là, par exemple, on est confronté à ces ordonnances sur la loi travail. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que ces forces politiques constituées mettraient en œuvre si c'était à nous de faire une nouvelle vision du travail, une nouvelle loi travail. Merci beaucoup David Cormand. Demain, je recevrai Aude Lancelin, après un passage à l'Obs d'où elle a été écartée et après avoir publié son livre qui a connu un grand succès, Le Monde Libre, qui vient d'ailleurs de sortir en poche. On la retrouve aujourd'hui auprès des proches de Jean-Luc Mélenchon qui se lance dans l'aventure d'un média citoyen. Vous avez une question pour elle? Moi aujourd'hui, ce qui je retiens dans ce qui permet aux gens de s'informer, entre guillemets, c'est qu'on est pris entre deux tenailles. Celle des grands groupes qui sont détenus par des milliardaires dont le cœur de métier d'ailleurs d'origine n'est pas du tout les médias. Donc c'est un peu pour eux les médias, c'est un peu des danseuses, d'ailleurs on comprend, ou des danseurs, on se demande pourquoi ils entretiennent cela, sinon pour influencer la société à leur avantage. Et l'autre pendant de cela, c'est tout ce qui est fake news, etc., où c'est un traitement de l'information mais qui est biaisé. Et donc la grande question, à mon avis, pour moi, pour les médias de demain, c'est comment on construit un espace citoyen qui soit ni dans les mains des multinationales, mais qui ne cède pas non plus du côté de tout ce qui est fake news, complotisme, etc. etc. Donc c'est un beau défi. Donc la question, c'est quelle stratégie elle envisage pour pouvoir réinventer les médias du XXIe siècle. La question sera transmise. Merci beaucoup. Merci à vous.